Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, merci de votre présence. On est très honoré d'avoir autant de monde dans la salle. À 16h15, on s'est dit, avec les copains, on ne sait pas combien de personnes vont venir. Donc déjà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à aborder. Donc on va essayer d'être succinct, mais aussi le plus précis possible. Donc Frédéric, si tu veux bien afficher le menu du jour. Alors aujourd'hui, on va vous parler en introduction des enjeux de la robotique avancée. On fera aussi une passe sur le jumeau numérique. Je pense que tout le monde dans la salle a au moins parlé au moins une fois du jumeau numérique. Si ce n'est pas le cas, c'est un très bon moment pour attaquer le sujet. On aura aussi l'occasion de vous présenter des réalisations dans ce cadre, des cas concrets, des cas d'usage qui ont été déployés dans le monde de l'industrie. Et on finira par une très belle conclusion de notre ami Vincent juste à côté. Donc Frédéric, c'est à toi, je crois. Donc je vous présente Frédéric, ingénieur d'affaires robotique et intelligence artificielle chez Actelion. Merci. Donc moi, je vais commencer par rappeler un petit peu ce que c'est l'industrie 4.0. Donc je ne vais pas vous refaire une histoire de tout ce qu'était l'industrie, mais au niveau de l'industrie, la troisième révolution industrielle, c'est là qu'est arrivée la robotisation, notamment dans l'automobile. Donc l'industrie 4.0, c'est ce qui est arrivé notamment avec la partie IoT. Donc on a commencé à parler de production flexible et agile, avec notamment des enjeux et des contraintes, que ce soit en productivité et compétitivité, avec une augmentation des volumes, une diminution des coûts, une amélioration de la qualité et de la flexibilité des lignes. Au niveau RH, capital humain, on a la volonté d'avoir une amélioration dans l'ergonomie de poste, l'amélioration dans les conditions de santé et de sécurité, avec une volonté d'avoir une taux de rotation de main-d'œuvre et d'avoir une grosse problématique de difficulté de recrutement. Un des enjeux principaux qui est facile à illustrer, notamment pourquoi la robotique peut avoir un attrait, c'est notamment par rapport à la pénibilité du travail. Si on prend l'exemple en agroalimentaire avec les troubles musculo-squelettiques, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'usure, et notamment que, par exemple, un arrêt maladie sur les épaules, ça fait environ un arrêt moyen de 300 jours pour un coût moyen de 40 000 euros. Donc, face à ces difficultés et cette problématique, la robotisation peut avoir un attrait. Et donc, on va essayer de robotiser au maximum les tâches pénibles. Une autre chose qui est apparue aussi, c'est que la robotisation n'est pas l'ennemi de l'homme. C'est plutôt que c'est vraiment les tâches pénibles et qu'on garde quand même sur les tâches à valeur ajoutée la prédominance de l'homme et notamment sur les décisions. Donc on a eu le Covid-19 en 2020 et on a vu que notamment tout ce qui était production avec des robots collaboratifs avait vraiment plus sa place, notamment sur la partie interaction homme-robot. Et donc on s'aperçoit que lié au Covid, des choses qui sont apparues notamment, c'est qu'il y avait besoin de maîtriser sa chaîne d'approvisionnement en matières premières, mais qu'il y avait vraiment cette volonté de moderniser les équipements, parce qu'on a vraiment pris conscience que le robot, là, il y avait vraiment un attrait. Au niveau du RH, on a vu qu'il a fallu travailler en distanciel et qu'il fallait aussi prendre en compte le chômage partiel, et donc il fallait faciliter une adaptation aux tâches autour des postes. Donc si on prend une cartographie au niveau aujourd'hui, on s'aperçoit que les enjeux ne sont plus que économiques. On a aussi la partie donc, sociétale et organisationnelle, mais aussi la partie environnementale. Donc on a un besoin de solutions qui va passer aussi par les fournisseurs pour les utilisateurs industriels. Et donc là, par exemple, la robotique avancée va avoir un entrée. Donc c'est ce qu'on va voir après en définissant ce que c'est pour nous la robotique avancée. Donc la robotique avancée, c'est quoi? Ça a été utilisé pour la première fois dans les années 80. C'était utilisé pour la toute première fois pour définir les robots basés sur des capteurs qui tentent d'imiter l'intelligence humaine. Donc on trouve effectivement le robot, des capteurs intelligents, et donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc si on prend un petit peu de la même manière pour l'évolution de l'industrie, si on prend l'évolution de la robotique, donc si on revient en 2010, donc on a commencé à avoir un peu tout ce qui était traitement de vision, interaction homme-machine, où il y a eu les premiers apports justement, notamment pour des applications de tracking
Voilà, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est interconnectivité, donc les capteurs IoT, l'arrivée de la 5G, avec l'intelligence artificielle, on est dans ce qu'on appelle la robotique 4.0. Et la robotique avancée, en fait, c'est le regroupement de la robotique 3.0 et la robotique 4.0. Donc ce qui existe aujourd'hui, ce qui arrive, donc ce qui est arrivé en 2020, mais qui va vraiment être mature d'ici 2025. Donc la robotique avancée, forcément, on va retrouver le robot collaboratif, le robot mobile, la robotique humanoïde qui est peut-être moins ce que vous avez l'habitude, mais on retrouve aussi également donc l'intelligence artificielle, la vision, donc la vision 3D et les capteurs IoT. Donc si on prend un exemple de représentation, ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans une usine, donc si on commence au niveau de l'arrivée des pièces, donc aujourd'hui donc le dévraquage de pièces peut se faire de manière robotisée, c'est-à-dire qu'on peut venir chercher des pièces par un robot dans un bac. Donc ces pièces-là, forcément il y a de la vision 3D, il y a du robot qui peut être collaboratif ou non. Et cette vision aujourd'hui peut être accompagnée d'un traitement d'IA justement pour faciliter le changement de format. Donc après les pièces, une fois ainsi traitées, on peut avoir un poste de contrôle qualité en vision et en IA qui va donc pouvoir évacuer des pièces non conformes, donc notamment par un circuit de robot mobile et avoir, dans certains cas, continuer à exploiter des convoyeurs pour amener la pièce au poste suivant. Donc on peut notamment trouver de la robotique humanoïde sur de l'assemblage robotisé. On va retrouver des machines actuelles qui vont être plutôt interconnectées, donc on va plutôt passer de machines 4.0, donc avec cette logique d'IoT. Et en fin de ligne, on va retrouver des flux robotiques de pièces par des robots mobiles, notamment avec des choses qu'on voit de plus en plus, des palettiseurs flexibles à base de robots collaboratifs. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de robots on augmente la charge. Il y a beaucoup de robots qui sortent en 20 kg, notamment UR et Yaskawa. Donc si je vous donne un exemple d'application qui pourrait être faite aujourd'hui par de la robotique humanoïde, la robotique collaborative et de la robotique mobile, ça serait notamment de la fin de ligne. Donc si on prend un exemple, donc il faut imaginer que c'est un concept. Donc ça va être, on va dire, de l'assemblage 4.0. Donc on va se retrouver en fin de ligne. Le robot humanoïde, donc il vient chercher les pièces qu'il a assemblées, il les évacue à un robot collaboratif en sortie qui va lui les déposer sur une base mobile. Tant que le robot mobile n'est pas arrivé, il les dépose dans une position d'attente. Et une fois que le robot est arrivé, il va venir pouvoir déposer la pièce dans le robot mobile. L'avantage du robot mobile par rapport à un AGV, c'est qu'il est capable d'éviter l'obstacle. Donc un AGV, il faut imaginer que c'est un train. Il part d'un point A, il arrive à un point B par un chemin. Le robot mobile, c'est un taxi. Il part d'un point A et un point B, et en fonction des obstacles, il va les éviter pour arriver à la destination. Donc l'avantage de ces solutions, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve un petit peu l'automatisme qui joue un rôle de chef d'orchestre, et tous ces équipements sont interconnectés, soit par des réseaux filaires, soit par des réseaux Wi-Fi, pour notamment la partie robotique mobile. Donc la partie Wi-Fi, aujourd'hui, on va vers du Wi-Fi 6, on va aussi vers la 4G ou la 5G, parce que le robot mobile pourra aussi héberger d'autres solutions robotiques, et donc là, il y aura un besoin de transfert de données en pseudo-temps réel. Donc maintenant, je vais passer la parole à Vincent qui va expliquer pourquoi on peut avoir l'attrait du jumeau numérique. Donc juste avant de lui passer la parole, je vais donner un exemple d'enjeu pourquoi il peut y avoir cet intérêt. Aujourd'hui, vous avez tous constaté qu'il y a des délais d'approvisionnement qui sont devenus très conséquents. Sur des pièces très simples, des fois, ça peut même prendre un an. Et donc, ça veut dire que sur les projets, donc nous, en tant qu'intégrateur, en tant qu'offreur de solutions, on se retrouve bloqué sur les projets. Et donc, on doit passer à d'autres projets. Et donc, on met un stand-by sur le projet. Et on pourrait continuer le projet aujourd'hui sans attendre le matériel, en validant, comme si on avait déjà l'installation d'installer sur son jumeau virtuel. Ce qui fait qu'au final, on pourrait garantir la date finale de mise en production en faisant une mise en service virtuelle, en diminuant les tests physiques à l'atelier, et donc en minimisant le temps de mise en service sur site, en ne consacrant le temps sur site que sur de l'installation physique, et donc optimiser l'immobilisation chez le client. Donc si on reprend la vidéo et qu'on projette sur un concept, on s'aperçoit qu'au final, on retrouve différentes intelligences. Donc on retrouve, par exemple, pour la vision 3D,
pour le dévraquage ou pour le contrôle qualité, des capteurs de type vision smart. On retrouve donc des robots intelligents fixes comme le robot humanoïde. On retrouve des robots mobiles notamment, et qui ont notamment le SLAM pour pouvoir s'orienter et dévier leur trajectoire automatiquement. Mais on retrouve quand même l'homme qui reste intelligent au milieu de tout ça. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est comment on peut transférer cette R&D qu'on retrouve ici au plus vite au niveau de l'industrie, comment on peut faciliter cette interaction entre l'homme et ses équipements intelligents, et comment aussi on peut apprendre aux robots des tâches de plus en plus complexes et surtout de manière autonome. Donc une des solutions, c'est l'utilisation du jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, juste pour vous présenter au niveau des typologies, ce que vous avez le plus l'habitude, au final, si je prends le robot Stobli à côté, donc aujourd'hui, les robots, quand on les programme et qu'on les paramètre, on utilise un jumeau numérique. De base, c'est celui qui représente la cinématique. Donc tous les robots ont leurs jumeaux, mais il n'est dédié qu'aux robots. Si on veut aller plus loin, donc si on veut simuler le jumeau numérique de l'automatisme machine, donc là, il y a une interaction de différents équipements. Il y a différents logiciels qui existent. Donc il y a des logiciels, donc pour une machine full Siemens, ils ont leur logiciel. Il y a des logiciels comme Virtual Universe Pro qui sont capables d'interagir entre différentes marques. On est capable de simuler une machine complexe. Et si on veut aller plus loin, qu'on veut aller dans l'apprentissage autonome, on a besoin d'avoir de jumeaux numériques qui sont un peu plus photoréalistes. Et c'est là que je vais laisser la parole à Vincent de NVIDIA, qui est spécialiste de cette technologie-là, pour vous expliquer les avantages de ces solutions. Bonjour à tous. Alors, on nous oblige à rester statique pour la caméra. Donc, moi, j'ai l'habitude de bouger, ça va être un peu plus compliqué. Alors, déjà, une petite question. Certains d'entre vous connaissent probablement NVIDIA. Qui, parmi vous, pense qu'on est une société hardware ou une société software? Allez, on va commencer un petit sondage. Hardware. OK. Software? OK. 80% des ingénieurs NVIDIA sont des ingénieurs soft aujourd'hui. Le hardware, c'est qu'une partie de l'équation. Ça nous permet de réaliser un certain nombre de fonctionnalités. C'est la brique technologique de base, c'est le moteur. Mais dans la pratique, il y a énormément de développement logiciel. Et en particulier, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de développement logiciel relativement conséquent. Donc là, sans rentrer dans le détail, c'est en gros toutes les couches logicielles qui existent, qui sont développées par NVIDIA pour un certain nombre de cas d'usage. Alors, il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement. J'espère que j'ai appuyé sur le bon bouton. Voilà, c'est ça. C'est le fait que les technologies matérielles que l'on met en œuvre nous permettent de faire tourner des systèmes relativement complexes dans, en gros, ce qu'on appelle des AI factories. Les AI factories, ça va être un système comme un data center fondamentalement. Alors, c'est peut-être un data center avec un ou deux serveurs, comme un data center avec plusieurs dizaines ou centaines de serveurs. Et ces serveurs vont être utilisés pour générer ce que nous on appelle Omniverse. Alors, vous en avez probablement entendu parler sous les angles marketing de Facebook, le métaverse, etc., etc. Du point de vue de NVIDIA, c'est vraiment un objectif extrêmement important parce que c'est un impact industriel qui est significatif. Et je vais expliciter un petit peu ce qu'il en est. Principalement parce que tous les travaux que l'on réalise autour d'Omniverse ont un objectif. C'est maximiser, plus exactement minimiser l'écart entre la réalité et la simulation. Quand on minimise l'écart entre la réalité et la simulation, ça permet de développer des solutions que l'on développe intégralement ou en tout cas à 80-90% en virtuel et ensuite de minimiser les coûts engineering nécessaires pour pouvoir basculer sur des solutions physiques. Je pense que vous avez suivi que NVIDIA est relativement présent dans le domaine de la voiture autonome, c'est pas un secret. On a développé notre propre voiture autonome. Il paraît assez logique de penser que la voiture autonome, lorsqu'on fait un entraînement, on va éviter d'entraîner un réseau neuronal, donc une intelligence artificielle, à conduire un véhicule. On va éviter de l'entraîner sur un véhicule physique au début, parce qu'elle va se cracher dans les murs, donc les dommages sont relativement conséquents, et en plus, le temps d'entraînement est relativement long. Donc on va basculer sur des systèmes de simulation semi-réalistes. Alors pour la petite histoire, pour rigoler un petit peu, c'était il y a à peu près 3-4 ans de ça. À l'époque, nos systèmes de simulation n'étaient pas aussi matures qu'ils le sont aujourd'hui. Donc on a utilisé GTA V, pour ceux qui connaissent, comme moteur de rendu 3D et de simulation de piétons. Voilà. Bon, maintenant, on passe sur des solutions un petit peu plus évoluées quand même. Alors, Omniverse a été utilisé et permet de réaliser pas mal de fonctionnalités. Alors, je vais passer sur celles qui sont sur le bas très rapidement, mais juste pour donner des cas d'usage. On va avoir de la simulation de fluide. Alors, celle du milieu et celle tout en bas à droite. En bas à droite, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique de la Terre. Alors ça, c'est le grand projet de Jensen, notre CEO. Il veut modéliser l'intégralité de la Terre et tous les phénomènes physiques qui sont afférents.
Celui du milieu, donc, c'était un système de refroidissement. En bas à gauche, on voit évidemment la voiture autonome, ça c'est pas un secret. Au milieu, en haut, qu'est-ce que l'on voit? C'est une simulation de propagation des ondes électromagnétiques pour la 5G qui a été effectuée par Sony Ericsson dans un milieu urbain. Le but était de déterminer le placement optimum des antennes et de simuler le fonctionnement des antennes. Donc là encore, on voit l'intérêt d'un simulateur à condition que ce simulateur soit capable de pouvoir simuler la propagation des ondes et la propagation des ondes dans un environnement urbain, c'est-à-dire les réflexions sur les différents matériaux. Donc on voit qu'on dépasse déjà le cadre de la vision. On a des notions de propagation, des notions de réfractométrie, des notions de matériaux qui interviennent dans ce genre de simulation. Et enfin, en haut à droite et en haut à gauche, on a les applications robotiques. Donc typiquement en haut à droite, les applications entrepôt et en haut à gauche, les applications manipulation. Donc, au sein de Omniverse, qui est de tout notre système, on peut commencer à faire donc, de la conception de robots. Alors, on peut soit utiliser des robots industriels et on va les importer en l'état, ou alors pour quelqu'un qui développe son propre robot, on va utiliser le modèle et on va l'importer dans le système. Vous verrez un petit peu plus loin, d'ailleurs, il y a certains modèles de robots qui n'existaient pas, qu'on a fabriqués nous-mêmes. Ensuite, on va avoir la possibilité de modéliser sa propre usine et l'intégrer dans l'univers. On va avoir la possibilité ensuite d'utiliser cette modélisation de l'usine pour mettre en place le planning et le planning des flux, la gestion des flux. On va pouvoir utiliser de la même manière ce jumeau numérique pour pouvoir déterminer comment le robot va interagir avec son environnement. Et enfin, on va pouvoir utiliser ce système-là pour permettre d'entraîner le robot à interagir, non seulement à interagir, mais aussi à évoluer de manière relativement autonome et relativement sécurisée. Alors, quel est l'intérêt de la simulation? Il y a plusieurs intérêts. Donc, on l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect dommage. Le fait que lorsqu'on a un robot, on veut éviter d'avoir des dommages qui soient réalisés. Mais avant même d'arriver à la notion de jumeaux numériques, il y a la notion tout simplement de génération de données et de génération de scénarios. Qui parmi vous est familier avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle les réseaux neuronaux profonds, pour être tout à fait précis? Voilà, bon, pas beaucoup de monde. Alors, les réseaux neuronaux profonds, pour donner un petit cadre, on a la notion de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. En gros, l'apprentissage supervisé, je montre une photo d'un chien, je dis que c'est un chien. Je montre une photo d'un chat, je dis que c'est un chat. Je montre une photo d'une girafe et je détermine de cette manière la manière dont le système va apprendre. D'accord ? Ça nécessite que lorsque vous avez des données, alors là en l'occurrence c'est des données visuelles, mais ça peut être n'importe quel type de données, ça nécessite que vous deviez annoter ces données. C'est extrêmement consommateur en ressources. Imaginez, vous prenez une vidéo dans un entrepôt, 30 images par seconde, vous allez devoir annoter les 30 images par seconde de données vidéo pour déterminer, là c'est le parquet, là c'est les caisses, etc., etc. À l'aide d'un simulateur, vous n'avez plus cette problématique parce que le simulateur générant lui-même les données, il va pouvoir réaliser lui-même les informations, créer lui-même les informations nécessaires pour ce genre d'apprentissage. Donc on va pouvoir préparer les données, on va pouvoir simuler les données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des scénarios multiples et variés dans le simulateur. On va pouvoir ensuite entraîner le robot, toujours dans la notion d'apprentissage de réseau neuronal. Et il y a une technique qu'on appelle l'apprentissage renforcé, reinforced learning, où en fait le robot apprend par lui-même. En apprenant par lui-même, il est capable d'évoluer dans un environnement et d'apprendre à évoluer dans son environnement sans intervention humaine. Alors évidemment, ça nécessite quelques expertises, un petit peu d'expertise en data science et en réseau neuronal, beaucoup même, mais c'est quelque chose qui est tout à fait praticable et je vais vous montrer un exemple juste après de ce que l'on peut réaliser. On va pouvoir ensuite développer la couche applicative, c'est-à-dire on va pouvoir dire maintenant que mon système est capable d'interagir avec son environnement, je vais développer l'intégralité de la couche applicative pour lui permettre de fonctionner dans cet environnement. Et enfin, on va pouvoir préparer le déploiement. On va vérifier que sur du matériel physique, alors on va faire ce qu'on appelle la simulation hardware in loop, on va connecter un système physique fonctionnel, et c'est ce système physique fonctionnel qui va effectuer les calculs pour vérifier qu'en termes d'enveloppe de performance, on est sur les bonnes échelles. Alors, je mentionnais tout à l'heure la notion de création de données. Vous voyez ici, en haut à gauche, on a l'image en RGB. Et le simulateur est capable de recréer l'intégralité des, ce qu'on appelle en anglais la ground truth, qui est utilisée pour les réseaux neuronaux. Petite précision, on va plus loin que l'aspect simplement image. Là, ici, sur ce capteur, on va pouvoir simuler la lentille. Sur les lidars, on va pouvoir simuler la diffraction du rayon laser. On va pouvoir simuler la réflexion du rayon laser sur les différents matériaux qui sont présents
dans l'entrepôt ou dans le scénario. Donc on essaye vraiment au maximum de minimiser l'écart entre la réalité et la simulation. Là, voilà. Donc là, ensuite on prend le robot, on l'emmène pour faire un petit essai. Donc là, vous voyez un simulateur relativement simple. En bas à droite, on regarde ce que ça donne dans la simulation. Et puis ensuite, ça, c'est des petits exemples de ce que l'on a réalisé. Donc à gauche, on a fait un système d'entraînement avec un bras robotisé qui va apprendre à prendre des objets. Il y a une société allemande en particulier qui réalise ce genre de fonction pour que le système, quelle que soit la position, et c'est ça le point intéressant, avec ce genre de système, quelle que soit la position des objets au départ ou la position des objets à l'arrivée, on peut par exemple connecter un connecteur réseau dans un switch réseau. Et on peut déplacer en temps réel le switch réseau, le bras va automatiquement corriger sa position par rapport au capteur qui lui permettent d'alimenter l'information. Ah, ça s'est arrêté là? Non, là c'est dommage. Je reviens en arrière. Sur celui du milieu ici, c'était un exemple aussi que je voulais mettre en avant. Bon, tant pis. Vous aviez des espèces de robots à 4 roues. Ces robots à 4 roues, on va utiliser du reinforcement learning pour lui faire apprendre à marcher, à monter et à descendre les marches et apprendre à se redresser. Et en se redressant, et tous ces mécanismes-là, c'est extrêmement complexe de les faire en dehors d'un jumeau numérique. Voilà, donc là, vous avez une démonstration de quelque chose qui a été fait par un institut de recherche que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Fraunhofer. Et ils ont fait ce qu'on appelle un AMR, Autonomous Mobile Robot. Voilà, on voit la démonstration du robot. Là, on voit à nouveau le simulateur. Et cet AMR, en fait, sa fonction, c'est de prendre des trolleys. Là, vous voyez ce qui se passe en simulation. Pour pouvoir prendre le trolley, il faut qu'il soit capable de détecter l'objet sur l'écran, mais aussi de détecter son orientation, ce qui n'est pas évident en temps normal. Et donc, le Fraunhofer a importé l'intégralité du robot et l'a fait fonctionner ensuite dans le simulateur. Et vous avez en haut, vous aviez la simulation, et en bas, vous aviez la réalité. Donc là, on est en simulation, ce qui leur a permis de démontrer que le système était opérationnel. La même chose, on a à gauche un modèle physique et à droite un modèle numérique. La distinction n'est pas forcément évidente à faire comme ça visuellement. Et le système a été entraîné pour prendre les objets, les repositionner et déplacer en fichier les objets dans les connecteurs. Voilà, donc tous ces éléments qui sont liés aux jumeaux numériques nécessitent évidemment une certaine puissance de calcul. Le simulateur en lui-même ne tourne pas sur un PC, notebook, il faut quand même quelque chose de relativement conséquent. Donc je vais passer la main à mon ami ici, Cyril, qui va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Merci Vincent. Et effectivement, la puissance de calcul, je pense qu'on l'a bien vu. Moi qui pensais ce soir allumer mon Raspberry Pi et faire un petit peu de simulation à la maison, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais heureusement, Adelink est là. Alors Adelink, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est constructeur de solutions informatiques embarquées. Et depuis le début, notre CEO, Jim New, est fortement convaincu par à la fois la robotique avancée et l'usage de l'intelligence artificielle dans cette application. Et ça implique notamment d'impliquer l'usage du GPU. Et c'est pourquoi Adelink propose des solutions de stations de travail à accélérer avec des GPU, notamment NVIDIA, sous forme de 2 facteurs, que l'on voit ici, dont un que vous connaissez très bien, que j'ai plus besoin de présenter, qui est le format PEG, PCI Express, qui est celui qui est tout en bas, mais le MXM, que peut-être vous ne connaissez pas forcément tout à fait, ou alors pour ceux qui ont des ordinateurs portables avec des cartes graphiques de gamer, mais vous avez forcément ce type de carte graphique dans vos laptops. Donc le format industriel s'y prête très très bien, puisque c'est format durci qui permet de résister aux chocs et vibrations et à des conditions environnementales de température vraiment très extrêmes. Et on déploie toute une solution de stations de travail embarquées qui vont de la très petite et compacte micro STX jusqu'à des solutions avec 2 RTX à 4000 à l'intérieur. Donc de quoi simuler n'importe quel environnement, Vincent. Je pense que Jensen serait très content de voir ça affiché à l'écran. Je me permets juste de passer juste après. Voilà. Donc là, on a vu le jumeau numérique, mais on aurait pu aussi parler de simulation, donc dans le cadre d'affichage vidéo complexe, aussi peut-être de reinforcement learning aussi, peut-être Vincent également. Là, plus pour la partie inférence. On n'a pas autant besoin de puissance, bien entendu. Et là, dans ce cas-là, on va s'appuyer sur ce que NVIDIA sait très bien faire aussi également, c'est des GPU low power, donc la gamme Jetson, qui s'étend de la gamme Nano jusqu'à GX Xavier. Et bien sûr, on parlera aussi d'Orin très bientôt, puisque ça a été annoncé au GTC et NVIDIA
à travers un partenariat avec Adelink, intégrera ces GPU à partir de mi-2023. Et donc ici, vous avez un petit exemple d'équipement que vous allez pouvoir intégrer, que ce soit dans des chariots robotiques ou directement en tant que contrôleur robotique, puisque certains de ces équipements, pour ne pas dire la grande partie de ces équipements, sont compatibles ROS. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez effectivement la particularité de pouvoir avoir l'environnement ROS 1 et ROS 2 compatible avec les boîtiers Adelink et les GPU Jetson intégrés. Je continue. Alors, Adelink, on pourrait vous dire, qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser un DevKit NVIDIA? Pourquoi pas, effectivement, ça marche très très bien, on commence tous comme ça. Pour un POC, c'est parfait en termes de démarrage. Et tout de suite, lorsqu'on va passer sur des étapes de production ou de tests en grandeur nature, vous allez très vite être confronté à des conditions environnementales un petit peu plus rudes, notamment si par exemple vous êtes en extérieur ou si vous prévoyez intégrer votre carte de développement dans un robot mobile. Vous allez très vite être confronté à ce type de problématiques. Et là, dans ce cas-là, à Adelink, notre métier, c'est de prendre en compte toutes ces problématiques-là, donc à la fois l'usage, le métier et les problématiques environnementales, et de vous proposer la puissance CPU adaptée, CPU, GPU, au plus proche des capteurs et du robot, là où il se trouve, pour avoir la puissance adaptée et au meilleur rapport coût-qualité-prix. Donc notre métier de concepteur, c'est de développer tout un ensemble de cartes de développement autour du module Jetson et du GPU Quadro que NVIDIA propose dans des boîtiers les plus compacts possibles avec des cycles de disponibilité produits dans une gamme étendue, donc de l'ordre d'une dizaine d'années. Puisque bien entendu, lorsqu'on développe ce type de produit, avoir des équipements qui sont disponibles à la vente un an, c'est difficile à promouvoir. Un exemple ici, alors Vincent, tu l'avais d'afficher il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je pense qu'on peut en parler ensemble. Je pense que c'est Idealworks, hein, dans l'usine de BMW, hein, où là, effectivement, ça a été un travail conjoint, à la fois entre Idealworks, NVIDIA et Adelink, pour proposer un contrôleur robotique embarqué accéléré AGX Xavier. Donc notre rôle chez Adelink, ça a été de concevoir un boîtier durci qui va pouvoir s'intégrer à un AMR existant et de pouvoir proposer la puissance de calcul adaptée qui était requise pour ce cas d'usage. Vincent, si tu veux compléter Oui, alors juste, je voulais justement préciser, Idealworks est un très bon exemple en fait. Idealworks, donc c'est une filiale de BMW, et ils ont développé une solution en simulant intégralement le robot, son intégration, l'intégration dans l'usine, en l'occurrence BMW avait modélisé l'usine, et les différents scénarios. Donc les scénarios catastrophes, par exemple, un trolley qui se casse la figure juste devant le robot, des piétons qui passent, des environnements relativement contraints, pour déterminer de quelle manière est-ce que le robot allait réagir et vérifier que dans tous les cas d'usage de la simulation, ils étaient capables d'éviter les obstacles et de pouvoir évoluer à proximité d'humain. Parce que la caractéristique ici ça n'apparaît pas forcément là, mais la caractéristique de l'AMR d'Idealworks, c'est qu'il est capable d'évoluer dans un environnement dans lequel il y a des piétons. Et de pouvoir, on va donner un ordre à l'AMR d'aller d'un point A à un point B, on va lui dire va chercher le trolley qui est à cet endroit-là, et il va aller tout seul se placer à proximité du trolley, il va détecter son orientation, il va se positionner dessous, et il va le soulever. Donc tout ça, ça a été intégré dans la simulation avant un déploiement physique, et ça a été intégré par Omniverse. Merci Vincent. Et un autre exemple effectivement de solution tout en un qu'Adelink a déployé donc, chez notre client FFG, qui est une solution qui déployait à la fois la partie inférence, la partie simulation et la partie interconnectivité 5G dans le cadre de l'usine connectée FFG. J'avance un petit peu, parce que je crois que mon contrôleur m'indique qu'on est un petit peu en retard, donc j'avance un petit peu. Voilà. Et pour finir le message, et voilà, je te passe déjà mon conseil. On gagne un petit peu de temps. L'autre avantage aussi des boîtiers Adelink, c'est que vous allez avoir non seulement la garantie que le boîtier va s'intégrer à votre écosystème, à la fois aussi également l'environnement, mais aussi être compatible avec l'ensemble des outils que propose NVIDIA. Donc Vincent parlait d'Omniverse tout à l'heure, c'est un très bon exemple. Il y a aussi Isaacsim. Donc l'ensemble des outils que propose NVIDIA à son catalogue, donc on peut directement exploiter au travers du GPU Jetson pour l'inférence, mais aussi également toutes les suites on va dire open source qui sont disponibles pour l'environnement ROS.
Je crois que j'ai terminé de mon côté. Donc on va passer à des exemples de réalisation en prenant une problématique. Donc, comment améliorer l'interaction homme-robot en industrie? Si on part sur le principe des sens qu'on a à disposition, qu'on doit interagir avec un robot de manière intelligente, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a la possibilité de le faire par la vue ou par l'ouïe. Par contre, on a vu qu'on est dans le monde industriel, il y a certains enjeux à respecter, notamment qui sont les suivants. Donc, on va faire du développement sur des PC industriels. Lorsqu'il y a besoin de faire des premiers tests de principes de solutions, on va le faire sur des kits de développement. On va, tant que possible, de rendre le plus robuste possible la solution, avec la volonté de déployer sur des contrôleurs industriels, en simulant et en apprenant au maximum sur un jumeau numérique. Donc, pour cela, il faut du matériel et des outils les plus performants. Donc, par rapport à ce qui a été présenté précédemment, dans les exemples que vous allez voir par la suite, on a utilisé le développement kit de la Jetson Nano de NVIDIA, le DLAP L8000 d'AD-Link qui intègre notamment une GPU NVIDIA, un Roscubix AD-Link qui va être un contrôleur industriel qui lui aussi intègre de la NVIDIA. Mais il faut aussi certains outils de travail. Donc pour la robotique, on retrouve aujourd'hui la partie ROS, mais on va aller plus vers du ROS 2, puisqu'on veut quelque chose de robuste et qui soit aussi temps réel. On a besoin de dockeriser, on a besoin que ça soit commenté, donc alors GitHub, et on va aussi profiter de l'environnement Conda de NVIDIA. Si on décompose ce qu'on est capable de faire, aujourd'hui on est capable de faire de la reconnaissance de gestes, de la reconnaissance du corps et un début de reconnaissance de voix, notamment par de l'ASR, l'Automatic Speech Recognition. Donc là, vous allez avoir, à droite de l'écran, vous avez un exemple. Justement, vous avez de la reconnaissance du corps et la reconnaissance de la main. On s'aperçoit que la personne bouge, se déshabille aussi. Donc on voit qu'on a une robustesse au niveau de la reconnaissance du corps, donc les articulations. Donc la main, on arrive à voir aussi les petites articulations. Donc l'avantage du corps, c'est que c'est bien en profondeur. La main, on va voir plutôt quelque chose au plus proche. Donc, les modèles d'IA sur le corps sont des modèles préentraînés de NVIDIA. La main, on l'a réentraînée parce que justement, on veut l'utiliser en industrie et souvent, on a des gants. Donc, on est obligé de passer par refaire de l'apprentissage. Donc, on a à la fois un modèle préentraîné, un modèle qu'on a entraîné. Donc, on a passé par une phase de développement sur un PC industriel qu'on a aussi déployé sur un contrôleur industriel. Si maintenant, on passe à avoir ce robot en virtuel sur un jumeau numérique, on peut aussi interagir avec ce robot par le geste. Donc la personne monte son pouce, c'est pour valider le déroulement du cycle robot. Donc à chaque fois qu'on met le pouce, ça veut dire « OK, tu peux dérouler le cycle ». Donc on interagit avec le robot virtuel. Donc pour expliquer un petit peu, donc on retrouve le contrôleur qui a l'intelligence, avec le PC industriel qui permet d'avoir le jumeau numérique. Donc on retrouve dans cette phase de déploiement sur le contrôleur industriel un EDIA qui est la reconnaissance de gestes. On retrouve une Emotion avec un adaptateur, quel que soit le robot, qui va piloter ce robot sur le jumeau numérique. Si maintenant on passe à de la reconnaissance de gestes, mais sur d'autres types de robots, donc ce qu'on fait pour un type de robot, on peut l'appliquer sur d'autres types de robots. Donc là, on avait vu un robot polyarticulé collaboratif. Là, on voit un robot humanoïde. Donc on fait juste par le signe de la main, le pouce, on met en marche. Avec le stop, on arrête le robot. Si maintenant, on va plus loin, qu'on va sur un robot mobile, donc là, ce robot mobile, il est simulé dans un environnement virtuel. Donc on a la vision vue par au-dessus du robot, dans l'environnement machine de l'usine. Donc il y a l'opérateur qui va utiliser à la fois sa main, sa position du corps et la partie voix. Donc là, il n'y a pas le son, mais... Donc là, il dit left, ce qui indique au robot de se déplacer sur la gauche. On va remettre en boucle pour que je l'explique au début.
Donc avec la main, il décide d'arrêter le robot. Il se déplace à droite de l'écran. Quand on est à droite de l'écran, il va à droite. Quand on est à gauche, il va à gauche. Quand on est au milieu, il ne fait rien. La position, quand il fait le pouce, ça veut dire au robot, par exemple, va tout droit. Donc il réaligne ses roues, il va tout droit. Donc l'idée aussi, c'est qu'on peut utiliser plusieurs de nos capacités pour interagir avec le robot. Donc c'est cette fusion d'intelligence qui va pouvoir augmenter le nombre de cas d'usage. Et bien sûr, là on l'a fait sans apprentissage, mais on peut très bien imaginer le robot autonome qui apprend qui apprend par lui-même sa trajectoire, par exemple. Donc je vais avant de passer la parole à Vincent, je vais plutôt parler par ce qui reste à faire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut piloter le robot, il ne faudrait pas forcément que tout le monde puisse interagir avec lui. Il faut peut-être verrouiller. Donc on peut rajouter une couche de reconnaissance faciale. La partie vocale, on n'est que le début, puisqu'on n'avait que 5 mots. Forward, stop, left, right. Non, c'était 4 mots. Et par contre, on a fait du fine-tuning, donc on a limité au maximum. Donc là, on a un gros travail à faire pour la reconnaissance vocale, mais par contre, là, ça passe par des processeurs plus performants, dont Vincent parlera. On a besoin aussi d'améliorer les modèles d'IA pour utiliser les données synthétiques, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Et donc l'apprentissage renforcement pour la navigation et la commande de robots avancés. Voilà, donc du point de vue un petit peu état de l'art aujourd'hui, on peut considérer que la vision, on n'est pas encore à un degré de maturité à 100%, mais on est quand même bien avancé. On est capable de détecter des objets dans l'image, on est capable de détecter leur orientation. Bon, il y a encore toujours du travail, mais on sent qu'il y a quand même un degré de maturité. La partie vocale, c'est pas encore ça. Ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, ce qui veut dire littéralement la reconnaissance du langage naturel, se décompose en plusieurs sections. On a la partie speech to text, c'est-à-dire la reconnaissance vocale et la transcription en texte. Et ensuite, on a la partie compréhension de ce que ça veut dire. Et la partie compréhension de ce que ça veut dire dans le contexte. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, un réseau de vision, un réseau neuronal de vision, c'est à peu près 50 millions à 100 millions de paramètres avant optimisation, à la louche. Ça peut être plus que ça, évidemment, mais juste pour donner un ordre de grandeur. Un réseau NLP, c'est plusieurs milliards de paramètres, voire plusieurs dizaines de milliards de paramètres. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc, en termes de travaux de fondamentaux, on y a encore pas mal de choses. Donc, du point de vue NVIDIA, on travaille justement sur ces éléments. Alors, on a commencé à rendre disponible le speech to text. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à peu près, qui commence à arriver à un certain degré de maturité. La partie NLP, ça va être un élément complémentaire sur lequel il va y avoir encore du travail pour les mois et les années à venir. D'accord ? Le curseur est là. Voilà. Alors, à ce sujet d'ailleurs, vous avez la semaine prochaine, vous avez un événement qu'on organise qui est un événement virtuel qui s'appelle GTC. Pendant cet événement virtuel, vous aurez la possibilité d'accéder à des sessions de présentation justement sur les jumeaux numériques. Donc, conception d'un jumeau numérique, utilisation dans les axes. Bon, il y a 300 sessions au total, donc je pense que vous trouverez votre bonheur sur différents sujets. Mais bon, voilà, c'est le point principal, c'est le point d'entrée principal. Alors après, je vais vous donner des exemples de ce qui a été réalisé avec l'aide de Omniverse et de Isaac Sim. Donc là, dans un premier temps, on a ici une démonstration effectuée par PepsiCo. C'est PepsiCo ? Oui, c'est ça. Où ils ont utilisé Omniverse pour simuler et optimiser leur centre de distribution. Le but était de maximiser les flux et de minimiser, je dirais, les problématiques de collision de flux, de personnes, de matériel, d'équipement. Là, c'est un autre exemple avec Amazon, où Amazon, de la même manière, va utiliser et a utilisé Omniverse pour simuler, encore une fois, ces environnements d'entrepôt. Et le troisième élément, la troisième démonstration dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est le fameux IdealWorks avec son AMR. Donc on a des solutions qui sont relativement bien, qui commencent à être, en termes de simulation, qui commencent à être bien cadrées, mais par ailleurs, par rapport à ça, au-delà de ces éléments-là, au niveau robotique, il y a déjà des solutions existantes sur le marché qui vont utiliser des solutions calculatoires embarquées, qu'a présenté Cyril tout à l'heure, donc les systèmes qui sont de l'ordre de 10 à 30 watts à peu près, mais qui ont quand même des capacités de calcul pour exécuter du réseau neuronal. Et en exécutant ce réseau neuronal, ça leur permet de réaliser des tâches relativement intéressantes du point de vue fonctionnalité. Donc, un des exemples grand public qui était assez parlant, c'est le drone Skydio.
qui est un drone complètement autonome, qui est capable de suivre l'utilisateur. Jusque-là, tout le monde va me dire, ouais, mais c'est facile. Dans une forêt, nettement moins facile. En évitant les branches et en étant capable de planifier son chemin de façon à éviter les branches pour être capable de suivre l'utilisateur. On n'est pas exactement dans le même système qu'un système de tracé optique. Hein. Pour ceux qui ont des drones type DJI, essayez de faire ça dans une forêt avec des branches, bonne chance. Le drone va s'arrêter. Un autre exemple qui est le precision farming, le fait de pouvoir détecter des plantes et de pouvoir pulvériser du pesticide, enfin des produits phytosanitaires, uniquement à l'environnement de la plante. Donc là, ça veut dire détecter l'objet. Alors on est encore dans la vision. Hein. On voit que d'ailleurs, la majorité des cas d'usage qui sont ici présents sont relatifs à de la vision principalement. Le NLP, ça va venir dans les mois et années qui vont venir. Voilà. On est à votre disposition si vous avez des questions. Et puis voilà, on a 5 minutes de rab en plus. Donc, Merci Frédéric, merci Vincent. Vincent, je viens de poser 2 semaines de congé pour suivre les 300 sessions de GTC. Mais blague à part, voilà, est-ce que vous avez des questions? Visiblement non, c'était très clair. N'hésitez pas. Ah, une question, parfait. C'était concernant au début la mise en place de la 5G, la simulation avec les matériaux en ville. À quel point est-ce que c'est précis? Parce que les matériaux dépendent de chaque bâtiment. Comment est-ce qu'a été fait la récolte d'informations pour faire ce genre de simulation? c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée parce que j'en ai aucune idée. Okay. Non, blague à part, c'est Sony Ericsson qui a réalisé la simulation. Donc nous, on a fourni les moteurs de simulation, le rendu, etc. Et c'est eux qui ont décidé effectivement de modéliser. Donc c'est leur modélisation. Comment ils ont récolté les données là, je dois vous avouer, je ne sais pas. Il y avait une autre question? Oui, la demoiselle ici. Ou dame. Ça marche? Ok. Encore par rapport à la simulation, tu disais on essaye de minimiser l'écart entre la simulation et la réalité sur les jumeaux numériques. Comment on assure la représentativité justement Un tout petit peu de micro. Comment on assure la représentativité justement de ces jumeaux numériques quand tu disais on essaye de minimiser l'écart entre la simulation et la réalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi ou c'est comme dans l'exemple qui était mentionné, complètement on fait confiance au modèle? Alors effectivement, là, on est plutôt dans un mode, du point de vue NVIDIA, on est plutôt dans un mode, la donnée, le modèle, va créer la représentation. Donc on va fournir les outils qui permettent d'intégrer le modèle, on va dire, ben voilà, ça c'est tel matériau, tel matériau, tel matériau. On ne va pas être dans un mode de numérisation d'un modèle. Parce que si vous regardez un petit peu ce qui a été fait en amont, le modèle n'existe pas. Dans le cadre de BMW, leur usine, leur factory du futur, ils l'ont planifié en simulation avant de l'implémenter physiquement. Donc mécaniquement, on est obligé de se baser sur la notion de modèle et non pas sur la notion de collecte de données pour pouvoir numériser. On n'est pas dans un optique de numérisation, dans cette optique-là. Ok. On n'a pas eu de questions de ce côté-là, il me semble. Hein. Des questions? J'ai le droit de me dépasser maintenant, là? C'est bon? Vas-y, Je Vincent. déteste être assis Reste comme par là, qu'on te voit bien. À quand la vraie voiture autonome de A à Z dans les rues? Alors, Joker. Ça dépend. Alors, il y a plusieurs paramètres en fait. Il y a les paramètres techniques, à savoir quel est le degré de maturité de la voiture autonome et dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'elle est suffisamment autonome pour être sur les routes. Pratiquement aujourd'hui, quand on regarde le nombre de millions de kilomètres qui ont été effectués par les Google Cars et autres Tesla, etc., on s'en approche à grands pas. Maintenant, la grosse problématique, ça va être les aspects réglementaires. On a des gros problématiques d'aspects, de réglementation, d'assurance, etc., qui sont en plus dépendants des pays. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques années de ça, il y a eu par exemple une étude qui a été menée sur la notion de le fameux, le choix. Alors vous avez une voiture autonome, elle a le choix entre, pour éviter un accident, entre tuer son conducteur, et l'autre choix, tuer une famille entière pour sauver son conducteur. Quel est le choix que vous faites? Ou alors, par exemple, vous avez une personne qui traverse, une personne âgée, une personne jeune, etc. Est-ce que la voiture pile, mais elle tue son conducteur, ou est-ce qu'elle renverse la personne? Et là, ce qui a été absolument incroyable, c'est que les réponses qui ont été données dans les différents pays ne sont pas les mêmes.
En France, Italie, Allemagne, vous avez des réponses qui étaient fondamentalement différentes. Donc, ce qui va se poser comme problématique, c'est qu'un constructeur de voitures autonomes va devoir s'adapter à la réglementation nationale, et la réglementation nationale va être dépendante de la perception sociale. Donc, autant dire que c'est pas de mon point de vue, c'est l'aspect réglementaire qui va être le plus long. Et le deuxième aspect, c'est la notion de certificabilité. Un réseau neuronal, par construction, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs millions de paramètres, c'est une boîte noire. On est capable aujourd'hui sur des réseaux de vision de donner une certaine explication sur le mécanisme, mais on est très loin de la notion d'explicabilité d'un réseau. Typiquement, en aéronautique, par exemple, vous avez la notion de certification. La notion de certification, c'est juste capable d'exécuter le code et de dire exactement à quel endroit, quel registre est modifié, etc. etc. Un réseau neuronal, on ne peut pas. Donc maintenant se pose la question sur une voiture autonome level 4, level 5, c'est est-ce que je vais demander une certification avec une explicabilité complète de l'intégralité du réseau neuronal, ou bien est-ce que je vais passer sur un modèle de certification complètement différent qui est de dire je certifie le comportement. Parce qu'après tout, quand vous passez le permis de conduire, jusqu'à nouvel ordre, on n'explique pas comment fonctionne le cerveau. Mais du point de vue du régulateur, c'est une question qui est ouverte, qui n'ont pas encore répondu, parce que donner la main à la machine, ce n'est pas évident. Donc ils ont vraiment, il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai quand même qu'aujourd'hui il y a quand même des environnements complexes sur lesquels la voiture autonome n'est pas encore opérationnelle. Le level 3 on y est presque, hein, on commence à y arriver de manière assez rapide, voire même je crois qu'on y est déjà. Level 4, level 5, le level 5 qui en gros j'arrive dans la voiture, je mets les clés, je dis je vais à tel endroit, la voiture sort du parking et navigue, va sur l'autoroute, etc. Bon, il y en a encore quelques années, hein, je pense. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question sur l'embarquabilité. Aujourd'hui, on est sur des applications assez consommatrices avec des distributions, avec des calculs centralisés. Est-ce que dans pas longtemps, on peut embarquer ça sur des ASICs un petit peu plus miniaturisés, avec des consommations d'énergie beaucoup moindres, avec des nœuds qui calculent aussi, au lieu d'être complètement paralysés, avec un peu plus de calcul en série? Alors ça existe déjà. En fait, aujourd'hui, la gamme Jetson qui a été démontrée, c'est justement les produits qui sont conçus pour l'inférence et l'exécution sur des systèmes embarqués. Je mentionnais tout à l'heure, pour donner un point de repère, une carte graphique, plus vraiment du graphique à ce niveau-là, mais bon, une carte calculatoire pour faire de l'entraînement, c'est de l'ordre de 250 watts, 300 watts à peu près, avec une puissance de calcul qui va être de l'ordre de, allez, ça va monter à 20, 50 teraflops, 70 teraflops. Voilà, c'est... les solutions embarquées, ça va être de 10 à 40 watts. Et puis pour les toutes dernières générations, on monte, alors on ne va pas utiliser la même métrique dans ce cas-là, mais on monte avec des puissances de calcul qui sont à 200 téraopérations. Donc ça existe. Après, effectivement, il y a un travail d'optimisation réalisé. Parce que ce que l'on a sur un PC n'est pas la même chose que ce qu'on a dans un système embarqué. Et donc, le travail d'optimisation, ça va être le travail du data scientist et des outils qui sont à sa disposition. C'est tout un sujet. Les optimisations de réseaux neuronaux, c'est tout un sujet. Là, il faudrait que... Je pensais à du watt, je pensais plutôt à du watt, ou alors inférieur à ça, quoi. Inférieur à combien? Du watt. L'ordre du watt, là, on va dire. Alors, là, on entre dans la sphère d'un autre type d'application. Ce qu'il faut savoir, c'est que du point de vue du NVIDIA, les solutions que l'on développe, ce sont des solutions General Purpose Compute. En gros, ce sont des solutions flexibles. La flexibilité a un coût, c'est la consommation. Après, si vous implémentez ça sur du FPGA ou sur des ASIC propriétaires, vous aurez toujours la possibilité d'avoir un rapport perf par watt qui soit beaucoup plus efficace et donc beaucoup plus faible. Typiquement sur des périphériques mobiles, ce genre de choses. Mais c'est au détriment de la flexibilité. Comme l'état de l'art évolue en permanence, il est difficile aujourd'hui de fixer les règles en disant je vais faire un ASIC qui va faire telle fonction parce que dans 6 mois, vous allez avoir une autre implémentation de réseau neuronal qui va utiliser une architecture différente et qui ne va pas tourner sur droit ASIC. Aujourd'hui, si vous êtes familier un petit peu avec les TPU, les Coral Edge, les Compute Stick de Intel, etc., ce sont fondamentalement des ASIC propriétaires qui ont été codés à un instant T. Et ces ASIC propriétaires qui ont été codés à un instant T, ils sont très efficaces en rapport perf par watt sur un ensemble de modèles bien choisis. Et dès que vous sortez de ces modèles-là, soit ils sont plus du tout efficaces, soit carrément ils ne tournent pas du tout. Donc c'est un choix, c'est un trade-off à faire. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le degré de maturité nécessaire pour permettre de faire des solutions qui soient ultra optimisées parce que l'état de l'art n'est pas encore maîtrisé. Oui, on a entendu, je crois que c'était il y a un an ou deux, qu'il y ait pas mal de pénuries de cartes graphiques et de composants. Et, non, c'est vrai? Ouais, j'ai cru entendre ça. Et du coup, je me demandais, est-ce que tous ces problèmes aussi de ressources et d'approvisionnement peut toucher aussi l'avancement de ces technologies, ou pour l'instant, vous n'êtes pas affecté? Oui, en fait, ce que ça affecte principalement, c'est la capacité de l'écosystème
à avancer sur le travail. Ça ne nous affecte pas, nous, en tant qu'NVIDIA, parce que forcément, on a accès à nos puissances de calcul, on a des data centers, etc. Donc, on continue à avancer, mais il est vrai que ça ralentit la capacité des clients à pouvoir faire de la recherche sur les produits et du développement de projets. Et c'est exactement ce que disait Frédéric tout à l'heure, d'où la notion de jumeau numérique. Si les clients avaient, alors c'est vrai que c'est relativement novateur comme solution, mais si les clients avaient mis en place des solutions de jumeaux numériques, ils n'avaient pas besoin d'attendre le matériel pour pouvoir avancer. D'accord, ça leur a permis de développer leur cache logiciel, etc., etc. Mais oui, ça a affecté. Maintenant, on est dans une situation quand même où ça redevient un petit peu plus raisonnable. Et pour compléter ce que disait Vincent, d'un point de vue intégration, nous, en tant que constructeurs, oui, ça nous impacte. Je pense que vous avez vu, on a parlé d'Orin tout à l'heure. Bon, ça fait quelques mois qu'NVIDIA en parle. Nous, en tant que constructeurs, c'est des technologies qu'on va pouvoir intégrer, mais un peu plus tardivement, puisqu'il va nous falloir redévelopper des cartes d'accueil, redévelopper des systèmes qui vont pouvoir dissiper le pack de chaleur nécessaire pour pouvoir garantir un fonctionnement optimal de ce système. Et malheureusement, effectivement, la pénurie nous impacte et retarde un petit peu le lancement de ces nouveaux produits. Ok, merci beaucoup. Moi, il y a une question. Est-ce qu'NVIDIA est sur les rangs pour l'ordinateur quantique et les processeurs ou un équivalent, ou je ne sais même pas comment on Alors, appelle ça. les processeurs, je ne peux pas en parler, parce que bon... en ce qui concerne les outils, oui, on travaille. Alors, l'ordinateur quantique, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un paradigme computationnel qui est complètement différent. Mais alors, vraiment complètement différent. Ça nécessite des systèmes physiques, en l'occurrence, qui ne sont pas de l'ordre de ce que l'on a dans les puces électroniques. Donc ce que l'on fournit aujourd'hui, c'est plutôt des simulateurs d'ordinateurs quantiques. C'est-à-dire on donne des outils qui permettent aux fabricants et aux personnes qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur quantique de pouvoir simuler leur algorithmique et déterminer si effectivement l'algorithmique est correcte. De façon à ce que lorsqu'ensuite ils vont utiliser la ressource de l'ordinateur quantique, ils auront la possibilité d'avoir un résultat plutôt que de se dire merde, j'ai oublié une ligne de commande quelque part. Voilà, pour l'instant on est positionné là-dessus, évidemment on le suit, mais bon, c'est quand même un peu futuristique pour l'instant l'ordinateur quantique. On en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a quand même quelques années avant qu'on ait quelque chose de concret spectaculaire. Je vous remercie pour votre présentation d'abord. Tout à l'heure, vous avez en fait évoqué pour l'apprentissage la reconnaissance vocale, et on est sur une méthode en fait de passage speech to text. Je voulais juste savoir en fait aujourd'hui vous êtes sur quelle marge d'erreur? Est-ce qu'on est sur 0 marge d'erreur? Et ensuite vous avez évoqué aussi le fait y comprendre le texte, qu'est-ce qu'il veut dire aussi. Donc est-ce que ça ferait aussi quel pourcentage d'erreur? Et est-ce qu'il y a une amplification? Donc si vous pouvez juste nous parler par rapport Alors, à ça. sur la partie speech to text, déjà, ça dépend de la langue. Anglais, espagnol, ça va à peu près. Le français, on ne va pas tester la dictée de Prosper Mérimée. Enfin, je l'ai fait personnellement parce que moi j'ai voulu voir, mais ça ne rend pas des résultats extrêmement probants. Le français vient juste d'être rendu disponible. Honnêtement, je n'ai pas les chiffres de précision en tête. Il faut regarder. Vous cherchez NVIDIA Riva, RIVA, et vous trouverez des informations sur les différents modèles qui sont disponibles pour le speech to text. En ce qui concerne le NLP, c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a la notion de contexte. Et la notion de contexte, en fait, on peut faire des modèles réseau neuronal NLP qui vont être focalisés sur un contexte. Par exemple, on va dire, je fais de la reconnaissance vocale dans le cadre du médical ou dans le cadre de la robotique industrielle en disant, robot X, va à tel endroit, récupère-moi la caisse machin et pose-la à l'endroit Y. Ça, c'est un contexte. Ou alors on peut demander un contexte beaucoup plus large. On va dire, par exemple, donnez-moi la dimension de la Lune, et puis à côté, on va dire, donne-moi une recette de feuilleté de millefeuille. Donc ça, c'est un contexte qui est beaucoup plus large. Et en fonction du cadre que l'on va avoir, on va avoir des ordres de grandeur. Quand je dis des ordres de grandeur, je disais tout à l'heure, un NLP non optimisé qui tourne pour faire une reconnaissance NLP dans un contexte fermé, donc étroit, c'est 10 à 15 milliards. Un NLP qui tourne dans un environnement très généraliste, d'accord, c'est 150 milliards. La démonstration qui a été faite à GTC il y a à peu près 1 an et demi maintenant, non, même pas, il y a 6 mois de ça, où Jensen parlait à son double numérique. Son double numérique était piloté par un réseau NLP, tournait sur 3 DGX. Les serveurs DGX, ce sont des gros monstres qui font... Donc voilà, on n'est pas aux mêmes échelles. Et il y a un gros travail de fond encore pour arriver à optimiser ces modèles et
et faire en sorte que la compréhension soit quelque chose qui soit efficace. Alors évidemment, on peut optimiser, c'est-à-dire on peut faire du machine learning, on peut faire des mots-clés, on peut faire, voilà, il y a plein de choses que l'on peut réaliser pour optimiser le fonctionnement du système. Mais de manière générique, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur dont on parle en termes de performance. Une question à gauche, hein. Je note. Déjà, merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport aux jumeaux numériques. Est-ce que c'est réservé qu'à l'industrie ou est-ce que ça peut être généralisé à des effets au grand public, par exemple? Alors, quand j'ai montré Omniverse, j'ai montré que c'était une architecture qui était généraliste. En fait, elle est utilisée dans toutes les industries NVIDIA, dans tous les verticaux. Elle est utilisée pour la robotique sous la forme de ce qu'on appelle Isaac Sim, mais elle est aussi utilisée pour les avatars virtuels, elle est utilisée pour la conception de jeux, elle est utilisée pour la CAO. Voilà, donc oui, dans l'absolu, on peut déployer Omniverse. D'ailleurs, Omniverse, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'installer sur votre PC. Hein. C'est pas quelque chose... Alors, bon, il faut faire un petit peu d'investissement engineering quand même derrière, mais... donc oui, on peut l'utiliser pour le grand public. Alors après... Bon, les puissances de calcul nécessaires sont telles que je ne sais pas si ce sera vraiment très fréquent, mais oui. Merci. On va s'en aller, on te laisse. Juste une question, c'est plutôt pour Actenium. Pour la robotique, là, ils ont montré les robots qui se promènent dans les ateliers. Bon, l'intelligence, elle est dans le robot, en fait. Est-ce qu'avec les nouveaux moyens de communication, avec la 5G, le Wi-Fi 6, on ne pourrait pas mettre une intelligence déportée et que le robot soit juste un bête objet télécommandé en fait? Justement, c'est des choses qu'on avait testées l'année dernière avec déjà en 4G privé. Avant d'aller sur la 5G, la 6G, on peut déjà imaginer un réseau 4G privé qui est déjà peut-être plus accessible au jour d'aujourd'hui. Et ça veut dire on peut imaginons une industrie qui a plusieurs bâtiments, un robot mobile qui va passer d'un bâtiment à un autre. Déjà, on pourrait le faire par 4G privé. Donc effectivement, avec un réseau comme ça, on pourrait collecter de la donnée et donc imaginer une intelligence déportée. Donc par rapport à aujourd'hui, il y avait ROS. Si on a une intelligence déportée en ROS, ce qu'on a en plus testé là, on a testé ça l'année dernière. Si on fait ça en ROS, en déporté, ROS c'est pas robuste, donc on ne peut pas le faire. On l'a testé par le 4G privé en ROS 2. On a vu qu'on ne perdait pas de données. Donc sur le principe, c'est faisable. La seule problématique, c'est la latence. Elle n'est pas forcément... On est à 7 millisecondes, si je ne dis pas de bêtises. Avec ce qu'on avait testé avec Axience, on était à 7 millisecondes au moins, au mieux. Et en fait, oui, on pourrait imaginer, mais il y a ces problématiques de latence qui font que ce n'est pas forcément encore possible. Et c'est vrai que l'idéal, ça pourrait se dire, effectivement, pour avoir une flotte de robots qui n'a pas l'intelligence, qui est juste comme le bras d'un robot et l'intelligence soit déportée, donc on pourrait centraliser l'intelligence. On serait plus sur de l'advanced factory quelque part, ou du factory as a service, de la robotique as a service. Donc effectivement, c'est un objectif. Je pense qu'on n'est pas encore prêt. Je pense que c'est faisable. Ça peut passer par des solutions qui deviennent robustes comme ROS 2 ou équivalentes. Mais je pense qu'il faudra passer peut-être par une phase aussi de jumeaux numériques, justement avant d'avoir les infrastructures, parce que la 5G, il va falloir la déployer. Dans chaque pays, il n'y a pas les mêmes fréquences. Peut-être que ça passera peut-être plus par du Wi-Fi 6 qui est peut-être plus accessible. Après, il faut aussi avoir un modèle. Je ne sais pas quel objectif vous avez. Non, c'était juste une question par curiosité. Donc, je pense que ce sera faisable. Et effectivement, on pourra envisager un modèle de location de robots, des choses comme ça. Mais je pense qu'on est encore un poil trop tôt. Ouais, la deuxième problématique, ça va être la notion de certification safety. Puisque pour ces aspects-là, généralement, quand vous avez des robots qui opèrent dans un environnement avec des humains à proximité, il y a des normes safety à respecter. Et ces normes safety vont imposer très probablement des règles de fonctionnement et de certificabilité. Et donc, ça veut dire que fondamentalement, il faut que tout le système de contrôle et le système de communication soit certifiable, ce qui peut poser des problèmes. Parce que là, typiquement, si on a une coupure du réseau, comment fonctionne le robot? D'accord. Donc, dans le cas de Idealworks, d'ailleurs, ils sont un système hybride. Ils ont un système hybride. Le pass planning est fait en déporté. Donc, ils sont capables. Ils ont un contrôleur dans la factory qui a une visualisation complète de où sont les robots. Et
quand on lui donne un ordre, c'est lui qui va donner l'ordre, c'est lui qui va faire la planification de chemin. C'est lui qui lui va dire tu dois aller de point A au point B. En revanche, la navigation et l'évitement d'obstacles, il est local. Il est dans la plateforme mobile. D'accord. Merci. Bon, et bien merci du coup. Attends, Vincent, j'avais une question. Ah, oh là. Ah non, pas supercopter. Non. C'est pas de flipper non plus. Mais moi, je suis très curieux. Est-ce que tu peux nous teaser, savoir ce qui va sortir du four de Jensen au GTC cette année? Qu'est-ce qui va sortir? J'ai jamais compris pourquoi ils sortaient les affaires du four en GTC. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Jensen, c'est notre CEO. Et donc, dans le cadre de GTC, il fait une keynote. Cette keynote, en gros, ça dure 2-3 heures et il présente toutes les évolutions technologiques et tous les lancements de NVIDIA. Et depuis que c'est virtuel, il l'a fait depuis sa cuisine. Ne me demandez pas pourquoi. Et il sort les produits du four. Bon, c'est comme ça. Hein. Alors, la semaine prochaine, vous avez donc GTC, c'est ce que je mentionnais. Pendant la keynote, il y a pas mal de produits qui vont être annoncés. Donc, évidemment, je ne peux pas les annoncer avant parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Il y aura des produits sur les data centers, il y aura des produits sur la simulation et il y aura des produits pour l'embarquer. Donc, je vous engage à vous connecter la semaine prochaine à GTC et à vous inscrire avec le lien que j'ai envoyé tout à l'heure, qui était sur le QR code. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions, Merci. votre participation. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.